Et bonjour les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui a été très difficile à arriver. Tout d'abord, j'ai eu beaucoup de mal à me décider à filmer cette vidéo, j'arrivais pas à savoir si je voulais la sortir un jour ou un autre ou encore un autre, enfin bref, ça m'a pris énormément de temps pour me décider. Mais grâce à vous, je me suis dit qu'il fallait que je la fasse, c'est vous qui m'avez donné envie de vous sortir cette vidéo le plus vite possible. Je l'ai donc filmée avant de partir en vacances. Ça a été difficile mais je l'ai fait. Et quand j'ai voulu faire le montage, je me suis rendu compte qu'il y avait eu un problème de son catastrophique sur toute la fin de la vidéo. On n'entendait rien. Ou alors le son était horrible, j'ai pas du tout réussi à la rattraper. Et ça, je m'en suis rendu compte pendant que j'étais en train de faire le montage et que j'avais quasiment fini. Du coup, au début, je me suis dit que j'allais retourner seulement les séquences qui manquaient en rentrant de vacances, sauf que en revisionnant le tout et ça me plaisait pas, je me suis dit que ça serait pas terrible d'avoir des séquences rapportées comme ça. Du coup, j'ai tout recommencé et voilà le résultat. Alors dans cette vidéo, on va parler de contes encore. C'est un nouveau Le saviez-vous sur les contes de notre enfance. Parce que c'était une vidéo qui vous avait beaucoup plu, que vous m'avez beaucoup demandé, que j'avais pris beaucoup de plaisir à faire et qu'il y a encore énormément de contes à disséquer. Et du coup, on est reparti aujourd'hui pour 2 contes avec une forte problématique psychologique et très intéressante que j'ai vraiment hâte de vous présenter. Et du coup, on est parti. Le premier conte dont je vais vous parler, il s'agit du conte de Peter Pan. Alors, Peter Pan est un personnage très ancien. Il a été créé par l'auteur anglais J.M. Barrie en 1902. Il apparaît pour la première fois dans une petite nouvelle qu'il écrit pour des enfants de ses amis, qui s'appelle The Little White Bird, le petit oiseau blanc. Devant l'engouement de ses jeunes lecteurs, il décide de reprendre son histoire et il en fait une pièce de théâtre qui s'appelle Wendy et Peter en 1911 et qui sera la base de tout l'imaginaire de Peter Pan. Donc rapidement, l'histoire, elle ressemble beaucoup à l'histoire de Disney. Pour le coup, je trouve que c'est un des contes adaptés par Disney qui est le plus fidèle à l'histoire originale. Vraiment, enfin au niveau du dessin animé en tout cas. Donc Peter Pan est un jeune enfant du pays imaginaire et l'histoire commence avec la famille Darling qui vit à Londres et dont les enfants, Wendy et ses 2 jeunes frères, sont dans leur chambre pendant que Wendy leur raconte une histoire avant d'aller se coucher. Et Peter Pan débarque parce que lors de sa précédente visite, il a malencontreusement oublié son ombre. Eh bien oui, parce qu'on a toujours tendance à égarer son ombre dans des endroits qu'on oublie. Donc il vient récupérer son ombre et il entend Wendy raconter l'histoire à ses petits frères et il est subjugué parce qu'il adore les histoires, on nous le dit dans le livre. Peter Pan adore les histoires et particulièrement les histoires d'amour. Et du coup, il propose à Wendy et ses 2 jeunes frères de l'accompagner au pays imaginaire, vivre des aventures extraordinaires. Ces derniers acceptent. Tout ce petit monde s'en va grâce à la poussière d'étoiles jusqu'au pays imaginaire. 3e étoile à gauche, tout droit vers le matin, vous connaissez. Et là-bas, il leur arrive plein d'aventures, ils se battent contre les Indiens, ils rencontrent les sirènes, ils se battent contre les pirates, tout ça. Sauf qu'à la fin, Wendy finit par émettre le souhait de rentrer à Londres, de rentrer chez elle avec ses frères. Et finalement, Peter Pan acceptera de la ramener chez elle. Ça, c'est la fin de la première version de l'histoire, c'est la première fin. Quelques années après la fin de l'écriture de sa pièce, donc Peter et Wendy, qui est plus connu sous le nom de Peter Pan, l'auteur, Barrie, décide de rajouter un dernier chapitre, un dernier acte en fait, qui raconte ce qu'il se passe après. Donc, lors de son retour à Londres avec Peter Pan, Wendy lui arrache la promesse qu'il reviendra la voir tous les ans. Ce qu'il fait dans les premières années. Il revient régulièrement voir Wendy à Londres. Et au bout d'un moment, il oubliera de revenir. Et quand il se rappellera que Wendy existe et qu'il retournera à Londres la voir, eh bien Wendy, elle aura grandi, elle sera devenue une femme, elle se sera mariée et elle aura eu des enfants. Du coup, il ne peut plus l'emmener avec lui au pays imaginaire. Et par dépit ou par substitution, il choisit d'emmener sa fille, Jane, à la place de Wendy. Et quand il la ramènera à Londres, à son tour, il lui fera la promesse de revenir la voir tous les ans, ce qu'il fera au début, puis il oubliera, et quand il reviendra, il emmènera la fille de Jane, donc la petite fille de Wendy, Margaret, et ainsi de suite, et l'auteur précise que ce cycle est infini en fait. Voilà, Peter Pan va continuer à partir et revenir, et emporter avec lui ce dont il a besoin, indéfiniment. Voilà.
Donc comme vous pouvez le voir, l'histoire qui a été mise à l'écran par Disney est très semblable au conte original, à part pour la fin, qui du coup n'est pas précisée, puisque donc voilà. Mais ça se ressemble quand même pas mal. Les thématiques de Peter Pan, parce qu'il n'y a pas de morale dans Peter Pan, comme il pourrait y en avoir dans Le Petit Chaperon Rouge, dont nous avions parlé la dernière fois, mais il y a des thèmes très importants. Donc tout d'abord, il y a la peur de grandir et la peur de devenir adulte. Peter Pan est un enfant, c'est l'essence de l'enfance en fait. Il est le maître, et il est le joueur et le maître du jeu de son propre univers. Il a créé un monde, le pays imaginaire, où tout tourne autour de lui. Et quand Peter Pan n'est plus au pays imaginaire, comme par exemple lorsqu'il va à Londres et qu'il revient, tout s'arrête. Le temps se fige au pays imaginaire. Il y a un cercle de combat, entre guillemets, où les enfants perdus se battent avec les Indiens et avec les pirates qui se battent contre les Indiens, etc. Enfin, ça forme une boucle. Mais quand Peter Pan n'est plus là, il ne se passe plus rien. Le monde imaginaire tombe en léthargie jusqu'à ce que Peter Pan revienne parce qu'il est le thaumaturge de ce monde. Il l'a créé, c'est son monde, et sans lui, il ne se passe rien. Mais Peter Pan a peur de grandir. Il vit dans un jeu continuel. Il est toujours dans l'amusement, dans le présent, c'est pour ça qu'il finit par oublier Wendy et Jane et Margaret. Il est tout le temps dans le jeu. Les autres enfants du pays imaginaire sont des faire-valoir, ils n'ont pas de nom, on ne sait pas d'où ils viennent, et au final, Peter Pan ne s'intéresse pas du tout à eux, ils ne sont que les acteurs dont il a besoin pour faire vivre le monde qu'il a imaginé. Et d'ailleurs, lorsque ces enfants émettent le souhait de grandir et de partir, Peter Pan les tue, clac, il les zigouille. Hein, on n'a pas le droit de quitter le pays imaginaire, on n'a pas le droit de quitter son jeu, on n'a pas le droit de quitter son monde, c'est lui le dieu de ce monde, c'est lui qui dirige, et si tu veux partir, ben, tu vas en payer le prix, clairement, quoi. Et il y a ce conflit avec le Capitaine Crochet, dont on reparlera plus en détail un peu plus tard, mais qui en fait représente exactement tout ce que Peter Pan déteste. Il y a une scène lors du combat avec le Capitaine Crochet, où Peter Pan est complètement abasourdi par les coups bas que peut faire le Capitaine Crochet pour gagner. Et il ne comprend pas en fait, et pour lui devenir adulte c'est devenir méchant, et il ne supporte pas ça, il refuse absolument toute cette cruauté, et du coup il refuse de grandir, et il restera pour toujours bloqué dans son univers narcissique, complètement égocentrique, autocentré, et focalisé sur son plaisir à lui, jusqu'à la fin quoi. Il ne pourra jamais se sortir de ça. Un deuxième thème très important dans Peter Pan, il s'agit de la mort, qui est omniprésente dans cet univers. Donc tout d'abord il y a le Capitaine Crochet et les pirates, enfin il y a quand même un combat, c'est une guerre, et la guerre entraîne des morts, des pertes, des blessés, qu'il y a une vraie guerre qui se déroule dans ce pays imaginaire. Il y a également le crocodile horloge, qui symbolise en fait ce temps qui passe, et cette avancée vers la mort et vers le passage à l'âge adulte que craint tant Peter Pan. Et il y a le Capitaine Crochet, encore une fois, qui représente le danger ultime, la mort de l'enfance pour devenir un adulte. En dehors de ces thèmes assez récurrents, il y a le thème qui est abordé de la sexualité et de la féminité, de la place de la femme et des fantasmes qu'elle peut revêtir. Donc en fait, ce qui est très intéressant dans Peter Pan, c'est que toutes les visions, tous les fantasmes de la femme sont représentés dans ce conte, et Peter Pan va interagir avec chacun d'eux d'une certaine façon. Donc, il y a tous les types de femmes. Il y a d'abord l'amie un peu amante, celle qui nous accompagne tout le temps, celle avec laquelle on rigole, celle qui est l'amie, la confidente, qui est représentée par la fée Clochette. Et d'ailleurs, on le voit très bien, la relation que Peter Pan avec la fée Clochette est très particulière parce qu'elle fait partie du groupe des enfants perdus, mais c'est la seule qui a un nom et pour qui Peter Pan a un peu de considération en dehors de lui-même. Elle compte plus que les autres. Et on se rendra compte avec l'arrivée de Wendy que l'amie devient aussi jalouse, et il y a un rapport de jalousie qui s'installe entre les deux. Wendy devient la femme maternelle, la mère. C'est elle qui fait à manger, c'est elle qui s'occupe des enfants, c'est elle qui raconte des histoires. Elle est cette féminité maternelle que Peter Pan n'a jamais connue, puisqu'il n'a pas de mère, il n'a rien, il est seul. Et du coup, il aspire à ça, mais en même temps, à partir du moment où Wendy commence à grandir et à ressentir des sentiments amoureux,
Peter Pan la rejette tout de suite, il refuse. Pour lui, c'est une trahison. Wendy veut grandir, elle veut aimer, elle veut devenir donc adulte. Et pour lui, c'est une trahison. Du coup, il rejette la femme en tant que mère qui pourrait le faire grandir avec elle. Troisièmement, nous avons la femme fatale, la femme séductrice, la femme attirante, représentée par les sirènes, que l'on peut voir lorsque Wendy demande à voir les sirènes et que Peter Pan l'accompagne, mais il les observe de loin, en retrait, on ne s'approche pas des sirènes, car les femmes sont dangereuses, donc une femme sexualisée, une femme attirante est dangereuse, et Peter Pan ne veut pas s'approcher de ces femmes-là, car elles représentent un pas de plus en fait vers une condition d'adulte, avec des désirs et une sexualité, donc il ne s'approche pas des sirènes. Et la quatrième femme que l'on retrouve dans le conte, il s'agit de la entre guillemets de la guerrière, en tout cas de la femme qui combat, indépendante, qui se suffit à elle-même, et c'est Lily la tigresse, qui en fait, d'une certaine façon, est l'alter ego féminin de Peter Pan. Et d'ailleurs, voilà, il se bat contre cette tribu, mais il la respecte en tant qu'adversaire, mais elle reste un adversaire, elle n'est pas vraiment son égale, elle est quand même dans l'autre camp, et donc il ne va pas frayer vraiment avec l'autre camp. Donc ils ont des règles très strictes, ils ont un comportement très établi l'un envers l'autre. Elle est son alter ego, voilà, elle a son rôle à jouer, mais il ne se passe rien de plus avec Lily la tigresse. Et enfin, je vous avais promis un petit peu de psychologie, donc je vais vous parler un peu plus du capitaine Crochet, parce que le capitaine Crochet est un personnage très intéressant dans le sens où on peut le voir comme, encore une fois, l'alter ego adulte de Peter Pan. J'adore ce conte, il y a beaucoup trop de choses, c'est trop bien. Donc, en fait, il y a beaucoup de ressemblances entre Peter Pan et le capitaine Crochet, notamment le fait qu'ils sont très seuls. Et qu'ils ne connaissent pas l'amour. Donc pour le capitaine Crochet, c'est une souffrance parce qu'en tant qu'homme qui a une vie, en tant qu'adulte, il a connu l'amour et il ne l'a plus et il sait ce qu'il a perdu. Donc il est triste et désœuvré. Contrairement à Peter Pan, lui qui n'a pas d'amour, mais qui n'a jamais connu l'amour et qui donc ne le recherche pas pour lui, c'est comme la mort ou le temps qui passe, c'est quelque chose de dangereux. Et d'une certaine façon, il y aspire parce que comme il le dit, ces histoires d'amour sont ses histoires préférées. Mais il ne sait pas vraiment ce que c'est, du coup il ne peut pas aspirer à ça. De plus, le capitaine Crochet et Peter Pan sont deux personnages qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Ils se craignent mutuellement, mais si l'un venait à disparaître, l'autre se retrouverait seul. Ils ont besoin l'un de l'autre pour que l'histoire et surtout pour que le jeu continue. Ils ont besoin l'un de l'autre. Et il y a cette scène très importante où Peter Pan bat le capitaine Crochet et où celui-ci meurt. Et la première action de Peter Pan suite à cette victoire, c'est de se draper dans le manteau du capitaine Crochet, de porter son chapeau. Et il est dit dans l'histoire originale qu'il resta toute la première nuit assis dans le fauteuil du capitaine Crochet, le doigt recourbé comme le crochet de son ennemi, à penser silencieux, le regard perdu dans les flammes. Parce que si le capitaine Crochet disparaît, alors Peter Pan doit prendre sa place. Il devient forcément le capitaine Crochet. Ils sont les mêmes, et un nouveau Peter Pan ou un nouveau capitaine Crochet viendra apparaître pour que l'histoire et que le jeu puissent continuer, puisque tout le monde de Peter Pan tourne autour de ce jeu incessant, égocentrique et totalement narcissique qui a lieu pour son plaisir. Donc il faut absolument que le jeu continue, quoi qu'il arrive. Et enfin, donc la petite partie psychologie de notre histoire, qui est quand même très intéressante. Il n'y a pas vraiment de morale dans cette histoire. Par contre, clairement, J.M. Barrie a écrit un traité de psychologie sur le syndrome de Peter Pan, donc qui a été nommé suite à cette histoire, et qui désigne des personnes souffrant d'une vraie maladie psychologique qui fait qu'ils ont peur de grandir. Donc c'est une maladie qui est reconnue avec des vrais symptômes, un vrai traitement et une vraie origine psychologique. C'est une vraie maladie, donc le syndrome de Peter Pan. Ce sont des gens qui ont peur de s'engager dans la vie, qui ont peur de grandir, qui voient le fait de passer à l'âge adulte comme une trahison et comme la perte de toutes les facilités de l'enfance à accomplir tous ses besoins, tous ses plaisirs sans se poser de questions. Si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir la page Wikipédia du syndrome de Peter Pan qui est super bien faite et qui est très intéressante, et je vous la mets en barre d'infos au cas où ça vous intéresse, parce que franchement, quand on lit les symptômes, on pense forcément à l'histoire, et voilà, le mec, il était quand même balèze, il a inventé, il a tout décrit d'une maladie qui existait, et à travers un conte, il lui a donné du corps et
une explication et il a traité tous les symptômes, enfin c'était vachement intéressant. On arrive au bout de cette première histoire, on va donc passer à la deuxième. Voilà, je me rends compte que cette vidéo a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Du coup, je ne vais pas vous faire la deuxième présentation de conte dans cette vidéo. Je vais vous la séparer dans une seconde vidéo qui sortira cette semaine. Donc n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si cette première partie vous a plu et si vous voulez voir la suite. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite pour la suite des aventures psychologiques de nos contes d'enfance. Ciao!